Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et comme on dit, ça y est, ça recommence. Que tous les jours, de 17h à 19h, les vraies voix, avec vous au 0826 300 300 et mon Philippe David. Bonjour Philippe David. Bonjour Cécile, vous allez bien ? Oui, très bien, et vous ? Très bien, vous savez qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire d'une des voix de Sud Radio, avec qui vous avez fait de l'antenne tous les matins pendant quelques temps. C'est Laurie Leclerc qui fête son anniversaire aujourd'hui. Ah, happy birthday, Laurie. Elle doit dormir à cette heure-ci, Laurie. À 17h, je pense qu'elle dort pas encore, même si elle se lève très tôt, ce serait étonnant. Mais la semaine dernière, c'était Frédéric Jouve et c'est une voix qu'on aime beaucoup avoir le matin. Et Absolument. donc, bon anniversaire à Laurie qu'on Bisous, embrasse. Laurie, bien entendu. On vous retrouve demain matin avec grand plaisir. Et puis, le sommaire de cette émission, chers amis, le grand débat du jour à 17h30. Emmanuel Macron réunissait à l'Elysée une bonne partie des chefs de parti cet après-midi. Objectif, définir une méthode pour la nomination d'un nouveau Premier ministre. Ni le RN, ni la LFI n'étaient conviés. Le chef de l'État les considère comme des extrêmes qui ne sont pas dans la logique du compromis. Alors parlons vrai, est-ce que le terme d'arc républicain signifie quelque chose pour vous ? Est-ce que cette exclusion de facto ne va pas servir de carburant électoral pour le RN et LFI ? Et à cette question, exclus des négociations, le RN et LFI sont-ils des partis hors de l'arc républicain ? Vous dites non à 87%, vous voulez réagir ? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Notre invité pour en parler, Brice Couturier, membre du comité de rédaction de la revue Commentaire et collaborateur au Point. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h40. La fonction publique peine à recruter 4 candidats par poste contre 12 dans les années 2000. Résultat des postes vacants, des défections et des fermetures. 21% des lits de l'AP-HP fermés en 2023 faute de personnel dans 2 tiers des cas. Alors parlons vrai, comprenez-vous cette désaffection pour la fonction publique ? Est-ce que finalement la garantie de l'emploi n'est plus un argument pour recruter, même en période de chômage de masse ? Et à cette question, pourquoi la fonction publique n'attire-t-elle plus ? Vous dites que c'est à 61% à cause des salaires trop bas, à 25% à cause du manque de considération, à 8% en raison des perspectives de carrière, et à 6% à cause de la mobilité géographique forcée. Vous voulez réagir, vous êtes fonctionnaire ou vous avez démissionné de la fonction publique ? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et Luc Faré sera avec nous, secrétaire général de l'UNSA Fonction publique. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir Philippe mes Bégère. chers animateurs. Et vous êtes Ça un peu vous le va président bien. de cette radio aussi. Hein. C'est un peu vous. Hein. Vous êtes le président honoraire. Mais en même temps, être qualifié de président en France, c'est pas très glorieux puisqu'il n'est pas d'un Français qui ne soit pas président quelque part. Ah bah oui, c'est vrai, c'est vrai. On en a un vrai président. Oui, on en Je a un vrai. l'admets. Pour l'instant. Oui, absolument. Pour l'instant, tout peut arriver. François Ouzilleux est avec nous, maire de Bernau, conseiller régional de Normandie. Bonsoir François, comment ça va ? Bonsoir à tous, ça va très bien. On est ravis de vous accueillir. Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech et dans la presse avec Presse Libre. Bonsoir. Bonsoir Sébastien Ménard. Bonsoir messieurs, dames. Vous avez des petits yeux Sébastien Ménard. En fait, c'est pas ça, c'est qu'il fait, il fait bien meilleur à Biarritz. Ouais. Et quand j'arrive à Paris, 4 degrés, la pluie, la grisaille, etc. Mais nous ne sommes pas à Paris, nous sommes un peu partout en France, vous je savez. sais. Mais on est très heureux de vous avoir à nos basques. Quand même. Oh Ça commence. Ne commencez pas. s'il vous plaît. Pour une fois, elle n'est pas si Oui. mauvaise que ça. Elle est bien tombée. Elle est pas trop pourrie. Elle est parfaitement adaptée. Il ne faudrait pas Bravo. qu'elle ait des petites sœurs, des petits frères et tout ça. Quoi. Voilà. Absolument. Faudrait qu'on J'en s'arrête avais une, là. mais je m'abstiendrai de la Non, faire. Pour pas me faire accuser d'être à côté de mes espadrilles. Je crois qu'on vous appelle à la compta. La compta vous attend. Oui, la compta vous Allez. appelle. Il ne sait pas s'arrêter. 0826 300 300 avec Laurent de Mérignac qui nous appelle aujourd'hui. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Oui, bonsoir. Marre de la politique du contre, c'est votre coup de gueule du jour. Oui, bah oui, il y en a marre des gens qui sont contre tout. Alors moi aussi je vais être contre tous ces gens qui sont pas positifs, qui proposent rien, qui font que chouiner et puis il y a rien qui va, c'est morose, ça va plus du tout. Alors moi j'aimerais bien avoir des gens et des politiques en premier qui montrent l'exemple et qui font de la politique du pour. C'est-à-dire des vrais projets pour la France. Il y a des choses qui vont pas, qu'est-ce qu'on fait ? On avance.
plutôt que d'avoir des politiques du contre en permanence. Moi, j'adore la politique du pour. J'adore cette idée. Mais il a tout à fait raison. Oui. Et il y a un chouinement un peu compulsif chez le Français. Et moi-même, j'en suis une parfaite incarnation. mais surtout, depuis la campagne fabuleuse, Cécile, on en parlait tout à l'heure avec François, de Nicolas Sarkozy, on n'a plus connu que des politiques du contre. Objectivement, lui, c'était une campagne pour. Excusez-moi, on n'en a plus. Excepté Sarkozy en 2007, depuis 81, c'était une campagne contre quand même. Oui, c'est ce ça que fait j'ai 40 ans. Hein. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Vous n'écoutez pas, c'est triste. Quand on regarde par exemple, et les filles sont contre M. Macron. Bien sûr. Ils n'ont que ça à la bouche. Et moi, mais qu'est-ce qu'ils nous proposent de pour faire avancer les choses c'est inaudible. Moi, je suis tout contre Philippe David, mais j'aimerais être tout pour. Allez. Moi, je suis pour, j'ai choisi de m'engager. Donc, j'essaye de faire des choses au niveau local. Mais c'est vrai qu'on voit depuis quelques années, avec notamment les crises multifactorielles qu'on a subies, que les gens sont devenus quand même assez individualistes et qu'il est difficile de dézoomer un peu sur les intérêts particuliers pour servir l'intérêt général. C'est de plus en plus compliqué. Sébastien Ménard. Pourtant, la politique au quotidien, elle est souvent quelque part mise en situation par des anonymes, par des gens dans des associations, par des gens dans des entreprises et qui sont pas contre. Je veux dire, il y a quand même des gens qui font avancer la France, et fort heureusement. Et c'est vrai que c'est un peu en trompe-l'œil parce qu'on s'intéresse à celles et ceux qu'on peut entendre ici et là. Il y a des associations qui sont contre. Hein, non, mais des engagés. Mais quand massivement. Enfin, aujourd'hui, quand vous regardez, c'est pareil. Il y a des entrepreneurs qui sont pas contents. Il y a des agriculteurs qui sont pas contents. Il y a des tas de gens en France qui sont pas contents. Mais il y a majoritairement une majorité silencieuse de gens plutôt contents qui font avancer le pays. Parce que s'il n'y avait pas ça, vous pourriez pas vous rendre à la radio tous les matins, vous auriez rien dans vos supermarchés. Enfin bref, ça serait le chaos, ce qui n'est pas le cas. Moi, je suis toujours contente. Voilà, je vous le dis. C'est vrai. Je suis souvent contente, absolument. J'ai le droit de râler un petit peu, mais j'essaie toujours d'envoyer du positif. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, puisqu'on va vous offrir des cadeaux. Vous savez que c'est le grand sapin de Noël. Oui, ça peut arriver à n'importe quel moment. Ça peut arriver à n'importe quel moment. En tout cas, mon cher Laurent de Mérignac, vous êtes notre vraie voix du jour et on est très content de vous avoir. Vous restez avec nous. Commencez à psychologiquement pour le qui c'est qui l'a dit, parce que c'est quand même la séquence la plus importante de cette émission. Dans un instant, le réquisitoire du procureur. Monsieur le procureur. Jean-Luc Mélenchon n'a-t-il pas l'obsession présidentielle ? Eh bien, écoutez, c'est une vraie question. Vous voulez commenter, vous avez le droit, 0826 300 300, ou TikTok, ou Facebook, ou Twitter, ou j'en passais des meilleurs. Allez, à tout de suite. Il y a beaucoup de Belges qui nous écoutent. Vous savez qu'il y a une radio qui s'appelle Sud Radio en Belgique. Oui. Véridique. Et qui est dans le sud de la Belgique. C'est peut-être nous, hein. Ça, c'est une vraie histoire belge. Chers amis, autour de cette table, bien entendu, Philippe Bilger est avec nous, Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech, et François Ouzillot, maire de Vernon, conseiller régional de Normandie. Dans un instant, notre Félix Mathieu national avec les 3 mots dans l'actu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on ? On va parler d'Emmanuel Macron qui promet un Premier ministre dans les 48 heures, de la Syrie qui a désormais un Premier ministre de transition, et puis de ce non-lieu en Argentine pour les 2 rugbymen français qui étaient poursuivis depuis juillet suite à des accusations de viol. En 3 mots, gouvernement, transition et non-lieu. Et tout de suite, la voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous voulez requérir sur la présidentielle, Philippe Bilger, Jean-Luc Mélenchon y pense peut-être et pas qu'en se rasant. Oui, je note tout de même que Jean-Luc Mélenchon n'est pas complètement indifférent aux critiques qui peuvent être formulées contre lui, et notamment celle de vouloir le départ d'Emmanuel Macron parce qu'il serait obsédé par l'élection présidentielle. Je ne suis pas sûr qu'il ait été totalement convaincant sur ce plan-là, peut-être parce que lui-même n'était pas totalement convaincu de la validité de son propos et qu'il savait qu'au fond, tous les éléments dont on dispose permettent de considérer qu'en effet, il est très impatient au point de souhaiter de manière répétitive le départ du président, de retrouver 2027 pour espérer enfin gagner la présidence française, ce que
que je n'espère pas, bien sûr. Donc, je crois qu'il a en effet une obsession présidentielle. Il n'est peut-être pas le seul, mais chez lui, elle est ostentatoire. Sébastien Ménard. Elle n'est pas qu'ostentatoire, elle est délirante, elle est maladive. Ce type est devenu complètement dingue, c'est-à-dire que on a connu un Jean-Luc Mélenchon dans les années 90-2000 qui était un érudit, qui était quelqu'un avec qui on prenait plaisir à débattre. Je me rappelle quand c'était un incroyable sénateur. Il est devenu la caricature de l'islamo-gauchisme, de cette espèce de revanchardise totalement décomplexée face à une classe politique dont il s'est marginalisé. Et aujourd'hui, effectivement, il essaye de précipiter j'ai envie de dire le calendrier politique institutionnel vers le chaos pour peut-être, finalement, dans un espèce de désordre, établir un nouvel ordre vénézuélien en France. Voilà ce qu'est Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. François ? Il est obsédé, il est obsessionnel, et à mon avis, il a complètement vrillé. J'ai pas dit autre chose. D'ailleurs, Julien Drey l'explique très bien dans son livre qu'il a sorti hier matin sur Sud Radio. On voit bien l'évolution de Mélenchon et le pari qu'il a fait sur certaines clientèles électorales, parce qu'en tout cas, dans leur parti, c'est comme ça qu'on les appelle. Et je pense qu'il mise aussi sur effectivement l'explosion du bloc central. Il l'a démontré ces dernières semaines, ces derniers mois et plus particulièrement ces derniers jours. Ce serait son baroud d'honneur 2027, étant donné son âge. Et puis ça commence à pousser derrière lui. On a bien vu, ça a créé quelques querelles internes quand même chez LFI, même si ça reste une secte. En l'espèce, à mon avis, c'est le dernier coup. Et il veut que ça se précipite. Et c'est dans l'intérêt à la fois de Jean-Luc Mélenchon comme de Marine Le Pen. On y reviendra tout à l'heure. Qui pousse un peu derrière, d'ailleurs ? Les Bompard, Panot. Vous imaginez Bompard ou Panot, candidat ou candidate à l'élection présidentielle ? Mais regardez, visiblement, il lui a donné sa circonscription. Vous savez, la politique, c'est souvent une affaire d'affiches. Enfin, on vient d'une famille politique qu'on a quittée, François et moi, mais c'est une histoire d'affiches. Enfin, c'est ce qu'on nous apprenait. Imaginez Panot ou Bompard sur une affiche à l'élection présidentielle. Non, mais franchement. Mais je vous trouve trop sévère, Sébastien. Je vais l'être aujourd'hui. Oui. Il y a beaucoup de personnalités politiques qu'on n'aurait pas imaginées au pouvoir ou comme ministres et qu'ils sont devenus. Et c'était pas forcément les plus médiocres. On parle de président là. Ouais. Autre chose. Oui, mais bon. Merci Philippe Bilger pour ce sujet. Tout de suite les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix, qui sont gouvernement, transition et non-lieu. Emmanuel Macron promet un nom de Premier ministre dans les 48 heures. Une participation, en tout cas des socialistes au gouvernement, poserait problème, avertit la France Insoumise. En Syrie, les rebelles nomment un de leurs responsables comme Premier ministre de transition. La justice française annonce par ailleurs que des Français condamnés ou poursuivis pour terrorisme font partie de cette rébellion qui a renversé Bachar el-Assad. Et puis la justice argentine prononce un non-lieu pour les 2 rugbymen Oscar Jégou et Hugo Oradou. Elle abandonne les poursuites pour viol, poursuites ouvertes en juillet pendant la tournée du 15 de France. Les vraies voix Sud Radio. En être ou ne pas en être, telle est la question à gauche. En être ou ne pas en être, entrer au gouvernement ou pas. Emmanuel Macron recevait cet après-midi plusieurs partis à l'Elysée pour parler du futur gouvernement. À la sortie, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, réclame un Premier ministre de gauche. Et selon lui, ce débat doit se tenir d'ailleurs à l'Assemblée nationale plutôt que dans le bureau d'Emmanuel Macron. Il n'est plus en situation aujourd'hui d'être l'arbitre des élégances. Ce n'est pas à lui de dire comment le Parlement notamment doit se comporter et quel type de majorité nous devons conduire. Nous sommes venus, nous, lui rappeler que les Français ont voté le 7 juillet et ils ont voté pour donner un avantage à la gauche. La tradition républicaine reste d'appeler au pouvoir celles et ceux qui sont arrivés en tête d'une élection. Et donc, nous revendiquons très logiquement le fait que le Premier ministre qui soit appelé à Matignon dans les prochaines heures soit un Premier ministre de gauche. Diriger le gouvernement peut-être pour Olivier Faure, mais voir des socialistes participer à une coalition type socle commun dirigée par exemple par un centriste, eh bien là ce serait un casus belli, avertit la France Insoumise qui elle n'était pas invitée à l'Elysée aujourd'hui. Ça serait l'acte de décès du nouveau Front populaire pour la présidente des députés LFI, Mathilde Panot. Évidemment, s'il participe à un gouvernement, je pense que oui, il y aura un problème. Et j'insiste juste sur un point, puisqu'il n'y aura pas de manière assez certaine de vote de confiance. La motion de censure que nous déposerons au titre de l'article 49.2 de la Constitution, la motion de censure
servira justement pour savoir qui soutient ce gouvernement et qui s'oppose à ce gouvernement. Et tous ceux qui ne voteront pas la motion de censure seront de fait des soutiens de ce gouvernement. Finalement, c'est déjà peut-être la seule chose certaine sur ce futur gouvernement, qui aura une motion de censure de la France insoumise. De son côté, l'écologiste Marine Tondelier en appelle également à poursuivre les discussions à l'Assemblée plutôt qu'à l'Elysée. On rappelle donc en tout cas ces indiscrétions à la sortie du bureau présidentiel. Ce dernier aurait promis donc un nom de Premier ministre dans les 48 heures. Top chrono. Le torchon va brûler entre la gauche et l'extrême gauche. Au fond, c'est ce qu'espérait Emmanuel Macron et qui va se produire. Et quand on pense que Marine Tondelier a éprouvé le besoin de dire hier ou avant-hier qu'il n'était pas urgent de nommer un Premier ministre, elle considère que la situation de la France peut continuer de la sorte. Est-ce qu'après la dissolution du gouvernement, ça va causer la dissolution du nouveau Front populaire ? Parce qu'on peut se poser la question là. Oui. En tant que type de droite, moi j'aimerais bien. Ça c'est votre point de vue. C'est mon point de vue, mais enfin, je pense que les socialistes raisonnables, au final, sont quand même choqués, déçus et ont hâte de couper le cordon ombilical avec la LFI. Ça leur a permis effectivement de sauver leur poste en 22 et en 24. Mais en revanche, les prises de position ces dernières années de la LFI sont pas compatibles avec le socialisme. Je pense, et c'est ce que disent un certain nombre de figures importantes du Parti socialiste. Donc il est temps de couper le cordon et clairement de revendiquer une forme d'indépendance. Sébastien Ménard. Pas mieux, il est temps effectivement que la France insoumise se débarrasse des socialistes et réciproquement. Voilà, moi je serais les socialistes, je leur laisserais même quelques écologistes à LFI. Mais je pense qu'il est évidemment temps de passer à autre chose, de retrouver le chemin de la raison, de retrouver le chemin, je dirais, de la République et puis des responsabilités républicaines dignes de ce nom. C'est donc la France insoumise c'est la gauche qui doit arrêter d'être la France insoumise. Exactement insoumise à Jean-Luc Mélenchon. Exactement, c'est ça. Et le deuxième mot, transition. Les rebelles nomment un de leurs responsables comme Premier ministre transitoire. Oui, en Syrie, Mohamed al-Bashir dirigeait jusqu'à présent le gouvernement de salut du bastion insurgé d'Idleb. Le commandement général nous a confié la tâche de diriger le gouvernement transitoire jusqu'au 1er mars, indique-t-il dans un communiqué. Par ailleurs, on apprend qu'une centaine de Français sont engagés dans cette rébellion qui a renversé Bachar el-Assad. Des Français qui vivent dans la poche d'Idleb, justement, depuis des années. Des Français poursuivis dans notre pays. Certains même déjà condamnés pour des actes terroristes. C'est ce qu'explique le procureur antiterroriste aujourd'hui dans une interview au Figaro. Philippe Bilger, c'est terrible de se dire qu'il y a des Français parmi tous ces gens. Oui, alors pour l'instant, je ne suis pas à seconde après seconde ce qui se passe là-bas. J'attends avec une inquiétude, voire une angoisse, le moment où il y aura véritablement une absence de dissimulation. Je suis très inquiet, comme beaucoup de gens. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer vraiment après ? Est-ce que ça va pas être pire au final ? Ouais, c'est ça. On sait qu'un certain nombre de djihadistes internationaux souhaitaient l'installation d'un califat sur cette zone. Ils ont essayé l'Irak, ils ont essayé, et puis ils ont réussi à faire tomber Bachar el-Assad, parce que c'est ça le sujet aujourd'hui. Troisième mot, non-lieu. La justice argentine abandonne les poursuites contre Oscar Gego et Hugo Oradou. Les deux rugbymen français étaient inculpés depuis le mois de juillet, accusés de viol en marge d'une tournée du 15 de France. La justice argentine donc abandonne ces poursuites. L'acte sexuel a été consenti, aucun crime n'a été commis, il ne fait aucun doute qu'ils sont innocents, déclare l'un des avocats des joueurs après un délibéré du pôle judiciaire de Mendoza. La justice argentine qui a enquêté a pu dire clairement que les faits dont ils ont été accusés n'ont pas existé, ajoute l'un de leurs conseils. Ces deux rugbymen sont donc potentiellement sélectionnables désormais pour rejouer en équipe de France, réagit la Fédération française de rugby après cette annonce donc de non-lieu de la part de la justice argentine. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, puisque nous sommes très généreux à Sud Radio, grand sapin de Noël Sud Radio, c'est maintenant, vous allez peut-être avoir la possibilité de gagner une enceinte Bluetooth JBL offerte par Sud Radio et la Confédération des buralistes, votre carte cadeau d'un montant de 200 € pour vous offrir des bracelets Le Vent à la française. C'est facile, 0826 300 300, un chiffre entre 0 et 10, François, entre 1 et 10, pardon. 8.
8e appel au standard, 0826 300 300, c'est peut-être vous et ça nous ferait bien plaisir. On fait une petite pause. Dans un instant, la suite des vraies voix et retour sur la réunion organisée par Emmanuel Macron à l'Elysée pour discuter de la nomination d'un nouveau Premier ministre. LFI, RN, mis de côté, l'arc républicain est-il encore un cercle fermé? Alors parlons vrai, est-ce que le terme d'arc républicain signifie quelque chose pour vous? Est-ce que cette exclusion de facto ne va pas servir de carburant électoral au RN et à LFI? À cette question, exclus des négociations, le RN et LFI sont-ils des partis hors de l'arc républicain? Vous dites non à 86%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre spécialiste aujourd'hui sera Brice Couturier, membre du comité de rédaction de la revue Commentaire et collaborateur au Point. On vous souhaite la bienvenue. On revient dans un instant. Petite pause et merci de votre fidélité. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est un plaisir de vous accueillir tous les jours dans la maison Sud Radio. Vous êtes comme à la maison, en tout cas vous faites partie de la famille. Pour ceux qui sont bien sûr là tous les jours, hein. Les autres on les accepte quand même. Vous souhaite la bienvenue avec autour de cette table Philippe Bilger, mon cher Philippe, qui est toujours... Quel bonheur d'avoir Brice Couturier en particulier. Ah ouais, ça c'est une chance. Je pensais que vous parliez de Sébastien Ménard ou de François Ouzillot qui étaient autour de la table. Ça va de soi. Merci. Avec Philippe David, bien entendu. On vous souhaite la bienvenue tout de suite. Le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je nommerai dans les prochains jours un Premier ministre. Je le chargerai de former un gouvernement d'intérêt général, représentant toutes les forces politiques d'un arc de gouvernement qui puisse y participer ou à tout le moins qui s'engage à ne pas le censurer. Que là, ce serait une nouveauté de dire tiens, le gouvernement va s'occuper de l'intérêt général, grande nouvelle. Un gouvernement du nouveau Front Populaire s'occuperait de l'intérêt général, je vous rassure. Parce que moi je ne vois pas bien ce qui peut relier Olivier Faure élu avec la France Insoumise sur un programme, parce que accessoirement il a dû être élu sur un programme, Olivier Faure, et Bruno Retailleau. Et nous sommes venus avec cette idée-là, que tout le monde fasse un pas l'un vers l'autre. Nous en tout cas on a fait un pas ce matin. On l'a dit au président de la République en lui disant et vous, est-ce que vous êtes prêts à en faire un de votre côté? Le Premier ministre aura à mener ses consultations et former un gouvernement resserré à votre service. Cet après-midi, Emmanuel Macron rassemblait à l'Elysée une grande partie des chefs de parti pour discuter de la méthode de nomination du futur, en tout cas, Premier ministre. Ni le RN ni LFI n'étaient conviés. Le président les juge trop extrêmes pour jouer le jeu du compromis. Alors parlons vrai, est-ce que ce distinguo entre députés venant du président de la République vous choque? Est-il encore le président de tous les Français, sachant qu'il exclut 20 millions de Français des pourparlers? Et à cette question, exclu des négociations, le RN et LFI sont-ils des partis hors de l'arc républicain? Vous dites non à 86%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Brice Couturier est avec nous, membre du comité de rédaction de la revue Commentaire et collaborateur au Point. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Philippe Bilger. Je trouve qu'on a perdu déjà beaucoup de temps depuis Elisabeth Borne avec cet arc républicain qui parfois permettait au RN d'en être et à LFI aussi, et d'autres fois les excluait. Tout ce qui a été élu démocratiquement et se retrouve à l'Assemblée nationale, pour moi, appartient à l'arc républicain. Premier point. Le deuxième, c'est que je trouve un petit peu surprenante la démarche du président de la République qui évidemment exclut LFI qui ne souhaitait pas être convié, mais exclut également le Rassemblement national, alors que lui a été extrêmement offensé sur le plan républicain par le fait qu'il n'a pas été invité à cette réunion. Est-ce qu'elle aboutira à quelque chose, alors qu'à l'évidence, le grand arc qu'on nous vante et duquel devrait sortir un Premier ministre a peu de similitudes, mais puisqu'il faut espérer, compte tenu de l'état de la France, j'accepte volontiers d'être naïf. François aussi. François, comme vous voulez. J'y vais, allez. Premièrement, Philippe a raison, l'arc républicain, on aurait dû le faire en 22. C'est l'erreur fondamentale d'Emmanuel Macron. Il avait la possibilité de le faire en 22 et au final, après, l'écart était plus important pour le coup, pour faire l'arc. Ensuite,
on voit bien qu'il est à géométrie variable dans la Macronie. Alors je ne sais pas pour le président de la République, ça a l'air de varier aussi. Un coup vous êtes invité, un coup vous êtes vous êtes invité à Saint-Denis, un an après vous n'êtes pas invité à l'Élysée. C'est vrai que c'est compliqué à suivre. Un coup Antoine Armand, le ministre de l'économie, veut discuter avec le RN, puis un coup il veut plus, puis il se fait taper sur les doigts par Michel Barnier. Enfin, ça devient grotesque. Ils sont extrême droite et un coup ils sont pourquoi ? Parce que vous avez aussi une Macronie de gauche et une Macronie de droite. On ne va pas se raconter d'histoire. Ensuite, néanmoins, une fois que j'ai dit tout ça, quand on a été élu au suffrage, on fait partie de l'arc républicain. En revanche, Philippe l'a dit, la LFI n'a pas voulu venir au rendez-vous d'hier et le RN est dans une volonté de détruire. Donc je comprends que la seule possibilité de compromis qu'il a, c'est des sociaux-démocrates jusqu'au LR. Et donc il négocie, mais tout le monde est en train de remettre ses lignes rouges après avoir ouvert la porte. Sébastien Ménard. Moi, je l'avais dit au président Emmanuel Macron, je l'avais dit aussi à celui qui a imaginé ce concept de l'arc républicain, à savoir Stéphane Séjourné. C'est ridicule, c'est inepte, c'est inapproprié et ça les a pas menés bien loin. L'arc républicain, c'est quoi ? C'était une punchline. C'était un espèce de concept creux. Je vous coupe, qui date pas du macronisme, ça date des régionales de 98 de mémoire. Sauf que ça a été remis au goût du jour. Par Stéphane Séjourné, qui n'a pas toujours eu que de bonnes idées en l'espèce. Grand stratège. Ça, c'est vous qui... Et aujourd'hui, attention, il vante la politique énergétique renouvelable, voilà, et il nous dit qu'on va faire beaucoup d'économies. Si je le dis, je le crois. Voilà. On avance. Non, mais tout ça pour dire que l'arc républicain, c'est un concept ridicule, creux, qui a déjà prouvé, je dirais, plus que ses limites. C'est-à-dire l'échec patent de la Macronie. Ça, Donc l'arc républicain aujourd'hui, moi je salue la sagacité de nos auditeurs qui disent qu'effectivement, dès le moment, comme l'a dit Philippe Bilger, comme l'a dit François, c'est que quand on réussit à être candidat à une élection, quelle qu'elle soit, si on est anti-républicain, on ne peut pas se présenter. Voilà. Donc quand on ne se présente pas, on ne peut pas se présenter, on est en dehors de l'arc républicain. Mais dès le moment où vous pouvez vous présenter et que vous êtes élu et que vous portez l'écharpe tricolore et que vous représentez la nation, vous appartenez à l'arc républicain. 1, 2. Moi, par contre, je ne suis pas choqué comme François. Voilà, vous avez les insoumis qui ne veulent pas jouer, qui s'opposent à tout, qui sont contre tout, qui honnissent Emmanuel Macron. Bon, ils n'ont pas leur place pour aller discuter à l'Élysée. Et quant à Marine Le Pen et l'ensemble de ses sbires, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis le début ? Ils avaient la possibilité, ils avaient quand même, je dirais, des plus que des balises narratives. Il y avait des marqueurs très forts dans ce gouvernement Barnier sur lesquels ils pouvaient s'arrimer, sur lesquels ils pouvaient construire quelque chose. Ils ont décidé de faire tomber probablement l'un des gouvernements les plus à droite de ces 20 dernières années. Et il reste à l'extérieur de l'Élysée. Et moi, je salue le président de la République qui va réunir des socialistes, qui va réunir des centristes, qui va réunir des LR, qui va réunir tous ces gens de bonne volonté qui veulent, comme on le disait tout à l'heure pour ouvrir l'émission, qui veulent avancer et qui veulent faire progresser le pays. Après, Brice Couturier. Elle voulait le faire tomber. Elle a accéléré son agenda quand il y a eu ces sujets judiciaires. Et on voit bien qu'elle a négocié pendant 2-3 jours. La liste de courses s'est allongée. C'est devenu un chariot quasiment. Et à un moment donné, il restait plus qu'un sujet. Le Premier ministre, excusez-moi l'expression, n'allait pas non plus complètement baisser son pantalon. Sinon après, c'est pas comme ça qu'on gère un pays. C'est-à-dire qu'après, on est à la main effectivement de l'extrême droite. Mais elle savait qu'elle voterait. Elle savait qu'elle allait la voter. Donc au bout d'un moment, on sait très bien qu'on peut pas négocier avec des gens qui ont une ceinture d'explosifs autour d'eux. Brice Couturier, membre du comité de rédaction de la revue Commentaires et collaborateur du Point. Alors on est en droit de se poser d'une question. Est-ce que cette exclusion finalement c'est de la conviction ou du calcul ? C'est dans la logique finalement des institutions, parce que il faut pas oublier que l'Assemblée nationale qui vient d'être élue, la dernière en date, elle a été élue sur le modèle du Front républicain. Le Front républicain, entre les deux tours, souvenez-vous qu'à la fin du premier tour, à l'issue du premier tour, le Rassemblement national était très très près d'une victoire absolue à l'Assemblée nationale. Et c'est parce que l'ensemble des partis les autres partis qui ne faisaient pas partie du Rassemblement national, se sont mis d'accord pour se désister mutuellement, y compris entre la droite et la gauche, que le Rassemblement national n'a pas accédé à cette victoire qui lui était possible à l'époque. Donc il est logique que le président de la République tienne compte de la manière dont cette Assemblée nationale a été élue et exclue le Rassemblement national.
Quant à l'exclusion d'LFI, vous l'avez rappelé, il s'est exclu de lui-même. Mais enfin, c'est pas une nouveauté. Souvenez-vous qu'Alain Juppé, il y a 10 ans exactement, disait « Il faut couper l'omelette par les deux bouts afin que les gens raisonnables gouvernent ensemble et laissent de côté les deux extrêmes, de droite comme de gauche, qui n'ont rien compris au monde. » Donc on est toujours dans cette logique, si vous voulez, évidemment, on ne peut pas faire gouverner ensemble LFI et le Rassemblement national. C'est impossible, même si ils ont des points de convergence assez étranges sur la réforme des retraites et quelques autres propositions démagogiques. Il est évident que les deux extrêmes ne peuvent difficilement gouverner ensemble. Par contre, on vient de s'apercevoir que la simple coalition de la majorité présidentielle, ou ce qu'il en reste, et de LR ne suffisait pas pour constituer une majorité et qu'elle a été battue par un vote de censure. Donc il faut élargir cette coalition et la seule endroit où on puisse l'élargir, c'est évidemment la gauche non LFiste. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en ce moment le PS en particulier, peut-être le Parti communiste aussi, on va le voir dans l'avenir, est en train de comprendre qu'il a noué un pacte avec le diable, avec LFI, parce qu'en réalité il est devenu l'otage de ce parti et qu'en réalité c'est Mélenchon. Je sais pas, vous avez vu je plaide pour ma boutique Le Point, mais aujourd'hui Xavier Gorce vient de mettre en ligne un très bon dessin d'humour qui montre le Mélenchon tout seul dans son traîneau et qui dit quand les chiens qui me tiraient sont partis, je reste en panne. Et ben voilà, LFI va peut-être comprendre enfin que certes dans une perspective de deuxième tour, le PS et les Verts et les communistes qui sont très faibles ont besoin du renfort de LFI pour être au deuxième tour, mais peut-être qu'on pourrait changer de mode de scrutin. Je ne sais pas si vous avez... j'ai entendu que vous aviez évoqué la question de la proportionnelle, mais c'est évident que s'il y avait une dose proportionnelle, et il est évident que le gouvernement qui va être nommé va aller dans ce sens, le PS serait sans doute moins l'otage de LFI pour avoir des députés au deuxième tour. Aujourd'hui, ils n'ont pas le choix, et Mélenchon leur a rappelé encore tout récemment, hein. C'est la séminaire. Moi, je voudrais quand même apporter une petite nuance. La citation d'Alain Juppé, elle est quand même très datée. Parce que je suis d'accord avec vous, il y a 20 ans, vous aviez effectivement une extrême gauche et une extrême droite qui avaient strictement rien compris. Aujourd'hui, l'extrême droite de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, elle a parfaitement compris ce qui se passe dans le pays. Philippe Bilger. Brice Couturier, j'ai cru comprendre que entre les deux tours des législatives, vous approuviez en quelque sorte le Front républicain. Est-ce que vous ne considérez pas que c'est une dénaturation démocratique? S'il n'avait pas existé, probablement, vous l'avez dit, nous aurions eu une assemblée avec un parti ayant la majorité absolue. Est-ce qu'au prétexte que c'est le RN qu'il fallait écarter du champ du pouvoir, est-ce que vous trouvez normal une telle démarche politique ? Écoutez, justement, moi, sur les réseaux sociaux comme dans mon journal, j'avais combattu l'idée du Front républicain. Je n'étais pas d'accord. Moi, j'estime qu'il fallait exclure de cette élection et l'extrême droite, RN, et l'extrême gauche, LFI. Et j'étais très choqué de voir que des gens de droite ou du centre s'étaient désistés pour le parti d'extrême gauche. Quand on exclut de l'arc républicain l'extrême droite, on doit en faire évidemment autant avec l'extrême gauche. Moi, je constate, si vous voulez, simplement que cette Assemblée nationale, telle qu'elle se présente aujourd'hui dans sa composition, a été élue sur la base du Front républicain et que donc il faut en tenir compte. Mais personnellement, je n'étais pas favorable à ce Front républicain. Bien sûr. Pas du tout même. François Ouzillot. Déjà sur la reconfiguration de juin 24 entre les deux tours, personne n'a été obligé d'aller voter quand même. Ok, il y a eu un front républicain, mais il y a eu un taux de participation énorme et au final, on a forcé les gens à voter ni pour l'un ni pour l'autre. Donc quelque part, l'Assemblée de 2024, elle correspond à ce que les Français veulent, c'est-à-dire une assemblée de compromis. Là, en l'espèce, les socialistes ont quand même ouvert la voie il y a quelques jours, notamment avec Boris Vallaud, de faire de nouveau des compromis. Et c'est une occasion inouïe, je pense, pour le Parti socialiste de redevenir un parti de gouvernement. Vous savez que c'est pas ma famille politique d'origine. Il y a peu de chances que ça le devienne. En revanche, vu l'état du pays et vu la sinistrose dans laquelle on est aujourd'hui, ils ont une occasion de revenir et de se désolidariser de la France insoumise. J'espère que ça va quand même fonctionner parce qu'au final, l'axe central, il nous reste que ça pour contrer les extrêmes. Brice Couturier, mais est-ce que la question qui se pose pas, c'est quand même que quand on regarde l'état des voix, c'est LFI le plus gros parti à gauche? Réponse très courte parce qu'on part au 0826 300 300.
C'est pas parce que c'est le parti qui compte le plus de députés que c'est celui qui doit finalement gérer l'ensemble de la gauche. Si vous voulez, on a une situation quand même assez paradoxale où c'est le junior partner d'autrefois qui est devenu le pilote de l'avion. C'est pas très normal que ce soit le parti le plus extrême de la gauche qui drive, qui gère l'ensemble des partis appartenant à cet arc. La seule solution pour avoir un gouvernement aujourd'hui, c'est que le nouveau Front populaire éclate et que ceux qui ne veulent absolument pas gouverner mais qui veulent rester un parti tribunicien et de protestation restent un parti tribunicien et de protestation. Ils ne veulent pas gouverner, qui restent dans leur coin. On part au 0826 300 300, on retrouve Laurent de Mérignac. Bonsoir Laurent. Oui, bonsoir. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, l'arc républicain ? Alors, je pense que il y a cet arc républicain qui effectivement n'en est pas un. Il y a comme les deux extrêmes. RN, on le connaît depuis longtemps. Le LFI, en fait, fait partie de l'extrême gauche et a été créé sur l'incompétence ou l'inaction des partis traditionnels. Je pense qu'un peu les partis comme le PS ou LR, s'ils avaient fait leur boulot en temps utile, on n'en serait pas là. Le fait qu'ils n'aient pas fait leur boulot, ça a permis à des personnes qui étaient jusqu'à présent à la maternelle sup de s'engouffrer dans l'Assemblée nationale. Donc on est arrivé avec une Assemblée nationale remplie d'extrêmes parce que les partis traditionnels n'ont pas fait leur job et parce que personne ne se retrouvait dans rien. Aujourd'hui, moi, je serais assez curieux si on refaisait un vote des législatives, si les gens voteraient de la même chose. Parce que quand on voit ce qu'ils en ont fait de leur vote, c'est quand même un sacré bazar. Alors que je pense que la plupart des gens aspirent à de la stabilité. Alors tiens, question à Brice Couturier. Est-ce que vous pensez que les Français revoteraient en décembre 2024 comme en juillet 2024 ? De toute façon, c'est exclu puisqu'il n'y a pas d'élection possible avant l'été prochain. D'ici là, en tous les cas, il va falloir que les différents partis politiques fassent leurs preuves. On va voir quels sont ceux qui sont responsables, qui font passer l'intérêt national, l'intérêt supérieur de la nation avant leurs petits calculs électoraux personnels ou pas. C'est là qu'on va voir. Vous savez, à mon avis, les cartes politiques vont être sacrément rebattues dans les mois qui viennent parce qu'on va voir quels sont effectivement parmi les partis politiques et parmi les dirigeants politiques, ceux qui prennent en compte l'intérêt national. Et l'intérêt national, c'est qu'on ait un gouvernement, qu'on ait une politique. On est dans un moment extrêmement grave de notre histoire parce que les dérapages budgétaires sont terrifiants, parce qu'on a une menace de guerre à l'Est avec la Russie, et pas seulement. C'est un moment extrêmement historique que nous vivons. Ceux qui vont se dérober devant leurs responsabilités, ils vont le payer cher, croyez-moi, devant les électeurs. Et on vient de le voir avec une élection partielle, là, où le Rassemblement national a été battu alors qu'il était en position de gagner, parce que précisément les électeurs ont compris que le RN ne jouait pas le jeu de l'intérêt national en votant la censure et en renversant un gouvernement qui, vous venez de le dire peu de temps avant, était finalement pas si éloigné de leurs idées dans certains domaines. Merci beaucoup Brice Couturier d'avoir été avec nous, membre du comité de la rédaction de la revue Commentaires et collaborateurs au Point. Merci beaucoup, et c'est le moment pour nous de peut-être vous offrir ce très joli cadeau, un grand sapin de Noël Sud Radio, avec notre invitée qui est Véronique. Bonsoir Véronique. Bonsoir Véronique. Et bonsoir Philippe, bonsoir Cécile, Véronique, bonsoir toute l'équipe. Qui est de Pau, on va voir si elle a du bol. Oh là là. Écoutez, ce sont des blagues de Philippe David. Pau, est-ce qu'elle a du bol? Celle-là, elle est très forte, j'avoue. Bravo Cécile. Bravo Cécile. Magnifique, magnifique. Alors écoutez bien ce que vous avez gagné, Véronique. Votre coffret de la marque Maricor qui contient des produits de beauté d'une valeur de 120 €. Une crème Nouvelle Jeunesse, doux gommage éclat, masque Nouvelle Jeunesse aussi, mais aussi votre cadeau d'un montant de 50 € chez Etam. Alors ça, si c'est pas Noël, je ne m'y connais pas. Trop contente. Merci beaucoup. Magnifique. Vous faites quoi dans la vie, Véronique? Agricultrice. Magnifique. Voilà. Avec Etam, une agricultrice qui deviendra encore plus sexy. Vous faites quoi? Du bovin, de l'ovin, des céréales?
Des céréales, des bovins, voilà. Ça, c'est beau. Ouais, c'est beau, c'est beau. C'est Même les quelle- céréales dans Ah le. oui, dans mais le- non, mais vos bovins, c'est quelle race? Moi, j'adore les bovins. Les blondes. Ah, des blondes d'Aquitaine, ça, c'est Ah bah délicieux. ça, les blondes, je suis Surtout, d'accord. surtout dans l'assiette. Moi, je suis pas blonde. Oui, mais moi, oui, moi, ça me va très bien. Voilà, ça vous fera, je viendrai chez vous, ça vous fera une blonde supplémentaire. Véronique. Vous êtes formidable. Hein. Franchement, je vous écoute toute la journée. Bah merci, on est très très heureux Merci de vous beaucoup. compter. En tout cas, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, Véronique. On vous embrasse Merci, très fort. vous aussi. Moi aussi, je vous embrasse. Et merci d'avoir joué avec nous. Et on comprend pourquoi Et Véronique merci. est si douée pour tailler une bavette comme est l'élève des blondes d'Aquitaine. Oui, c'est ça. Non, mais après, Non, c'est oui. bon. Allez, coupez-lui votre micro. Il est en forme. Joyeux Noël, très bonne fête de fin d'année, Véronique, et on vous embrasse très fort. On Et vous embrasse. À bientôt. Merci, Allez, vous dans aussi. Au revoir. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit avec Laurent aux commandes, notre vraie voix du jour, et nos 3 garçons mis autour de cette table. J'ai hâte de savoir qui va gagner. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous avez demandé les vraies voix, ne quittez pas. Je vous passe Philippe David. Oh, il va bien. Hop. Il est toujours à côté. Toujours Ouais, à non, côté. je sais pas, c'est pas du tout seul. Il est au taquet. Hein. En fait, il a une seule phrase. Ah bon, il va bien. C'est son Voilà. amour des bovins. Oui, c'est ça. Avec Laurent qui est avec nous. Ça va, Laurent? Tout va bien, tout va bien. Et autour de cette table, Philippe Bilger, François Ouzillot et Sébastien Ménard. Et c'est à vous de lancer le jingle, Laurent. Eh ben, en avant pour le jeu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Je peux pas dire, Laurent, que vous n'êtes pas foulé au niveau du. C'est un service minimum. Simple, direct. Mais au moins, c'est efficace. Voilà. Allez, question qui c'est qui l'a dit à un point, il est mort de rire. Si, avec mes camarades, je demande la destitution du président de la République, ce n'est pas parce que j'ai l'intention obsessionnelle d'aller me casser la tête à faire ce boulot. Laurent. Oh bah ça doit être Mélenchon peut-être. Bonne réponse de Laurent. Ça, c'était cadeau. Hein. Ah bah ça, c'est cadeau. On a Ouais, commencé le exactement. cadeau, c'est la période Mais des ouais, fêtes. c'est bien. Parce que casser la tête, c'était un peu propre comme langage. C'est vrai qu'il y a eu une hésitation sur ça. Qui c'est qui l'a dit à 3 points, Laurent? Sur Bruno Retailleau. Je ne le vois pas travailler avec un Premier ministre de gauche, faut pas rêver quand même. Laurent. C'est Olivier Faure, non? Non. Non. Allez-y, les vraies voix. Rousset. Bonne réponse, Fabien Roussel. Roussel, oui. Question qui c'est qui l'a dit, 2 points. Je souligne que les propos de Boualem Sansal se relèvent de l'extrême droite et du suprémacisme. Pardon. Ce n'est pas un ange, mais il n'a pas à être en prison. Laurent. Oui, c'est sûrement quelqu'un de très bien. Bonne réponse de Philippe Bilger. C'était Sandrine Rousseau ce matin sur Sud Radio. Qui c'est Quand je retire. qui l'a dit, Laurent, à 2 points? On ne va pas rencontrer Emmanuel Macron, on va rencontrer les autres forces politiques. Laurent. C'est une femme chef de parti. Alors, chef de parti, c'est d'être les écolos, c'est Tondelier, non? Bravo. Bravo. Qui c'est qui l'a dit, 2 points. Ça n'existe pas un islamiste modéré. C'est un oxymore. Laurent. Ah, je l'ai entendu ce matin, ça. J'en sais rien. Ça vient pas. Allez-y, les vraies voix. Marion Maréchal? Non. Non. C'est un député. C'est Sébastien Chenu. Bonne réponse de Sébastien Ménard. Bon, Sébastien mal. qui donne Sébastien, c'est assez Il y a logique. une logique, ouais. Qui c'est qui l'a dit à 1 point sur les invitations à l'Élysée? Je n'aurais pas la mauvaise foi de vous dire qu'il aurait dû nous inviter. J'ai trouvé ça très drôle. Laurent. Je n'aurais pas la mauvaise foi qu'il aurait pu nous inviter. Marine Le Pen. Non. Bon, Manuel Bompard. Bompard. Il l'a dit Philippe avant. Bilger l'a dit un quart de seconde avant. Oui, il l'a dit avant. Non, Sébastien, je vous assure, vous pouvez baisser la main. Mais J'ai bugué là. Ouais, je pense que vous Mais avez vous avez bugué. gagné quand même. Alors le score, Sébastien Ménard 5 points, Philippe Bilger 3 points, Laurent 3 points. Quant à François Ouzillot, sa grande générosité monsieur le consiste à donner les trains aux autres. Ouais, c'est un élu local, le don de soi, bien sûr, bien entendu. Laurent, c'est pas mal. Bah, c'est bien. Oui. Vous pouvez m'enlever un point quand même parce que j'ai dit de Mme Roussel que c'était bien ce qu'elle avait dit. Ouais. Non, c'est Rousseau, pas Roussel. Rousseau, pardon. Parce que là, vous Il y a mélangez. Roussel et Rousseau, oui. Madame Il y a Roussel. un point, moi, quand même.
Mais non, mais de toute façon, non, mais on vous fait cadeau de toute façon de cette victoire. C'est celle de Sébastien Ménard, mais on vous la donne. Allez, on vous la donne. Laurent. Cadeau. C'est pour moi, c'est cadeau. En revanche, comme vous êtes directeur d'agence de voyage, envoyez-nous des billets. Allez. Bah quoi, c'est un échange de bons procédés. C'est une bonne idée. Ouais, ce serait une bonne idée. On va tous partir à Vernon. Laurent, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année si on vous a pas d'ici là. Merci d'avoir joué avec nous. Dans un instant, le journal. Après la météo avec Rémi André et le coup de gueule. Oh, il y avait tellement à dire sur les propos de Sandrine Rousseau ce matin que j'ai pas pu m'empêcher d'en faire un coup de gueule. Mais il va être dans le même timing que les autres jours, mais j'aurais pu faire une demi-heure. Eh bien, très bien. Allez, à tout de suite. Autour de cette table, François Ouzillot, maire de Vernon, avec Philippe Bilger, président de ce que vous voudrez. Voilà, on a c'est ça, hein, peut-être président de la France un jour. Présidentissime, ça vous irait bien. Ça serait bien. Oui, mais pourquoi pas Altesse à ce compte-là? Non, ça c'est moi. Philippe, c'était Sébastien Ménard, patron dans la food tech et presse libre, je vous rappelle. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Ah, ça a été un festival de Sandrine Rousseau ce matin sur Sud Radio, donc il a fallu que j'en fasse un coup de gueule. Et voilà, on fera un petit résumé. En attendant, 0826 300 300, Guy de Paris est avec nous. Oui, bonsoir Sud Radio, Guy Paris. Je pense que François Bayrou serait un Premier ministre très pertinent, très acceptable, qui serait capable de temporiser cette droite et cette gauche en perpétuelle agitation. On n'a pas cette agitation au niveau des centristes. Voilà. Il a de l'expérience. C'est un monsieur qui s'est toujours très investi pour le pays. Voilà. Il a réalisé aussi de très bonnes choses. Je ne vais pas les énumérer. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci, Guy de Paris, Philippe Bilger. Vous y croyez à Bayrou à Matignon? Ça n'est pas une mauvaise idée, et où je rejoins Guy sur un point, il sera capable de temporiser. François Bayrou, je n'en doute pas une seconde. Sébastien Ménard, vous y croyez? Vous qui êtes des Pyrénées-Atlantiques, je ne sais plus comment on dit les habitants des Pyrénées-Atlantiques. Vous connaissez les bien. Atlantico-Pyrénéens. Oui, je connais très bien François Bayrou. François Bayrou a mille et un talents, il a mille et une expériences, il a connu le succès, il a connu la disgrâce, mais il a aussi quelques obstacles pour arriver jusqu'à Matignon. Le premier de ces obstacles est l'un des premiers soutiens à droite, et le plus gros des soutiens à droite d'Emmanuel Macron s'appelle Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy et François Bayrou se détestent. Il n'a pas aimé le livre qu'il avait fait sur lui. Se déteste. Premier élément. Deuxième élément, vous avez toute une droite aujourd'hui orpheline, voilà, qui n'a pour que seule figure tutélaire, et pourtant ça fait 12 ans que Nicolas Sarkozy a quitté le pouvoir, mais aujourd'hui, la seule et unique figure tutélaire de la droite classique, de la droite moderne, ça reste Nicolas Sarkozy. Donc c'est le principal obstacle. Et puis après, il y a effectivement toutes celles et tous ceux qui ont plutôt intérêt à laisser François Bayrou s'installer à Matignon pour 3 mois, pour 6 mois, pour 1 an ou peut-être 2 ans, pour l'évacuer, je dirais, du tremplin présidentiel, puisque François Bayrou n'a pas fait le deuil de son destin présidentiel. François Ouzillot. Juste pour revenir sur Nicolas Sarkozy, pour le coup, on est des orphelins du sarkozysme avec Sébastien. Il y en a plein d'autres dans le pays d'ailleurs. Ça va tout de même. mais c'est quand même un peu vrai. Depuis, on n'a pas vibré depuis 2007, quand même, franchement. C'est pas pour autant qu'on ne s'est pas engagé en politique, qu'on n'a pas fait d'autres choses, qu'on n'a pas mené d'autres combats. Mais en revanche, pour des gens qui ont un ADN plutôt de droite, c'est vrai que depuis 2007, on n'a pas retrouvé ce qu'on avait vécu à cette époque. François Bayrou, oui, pourquoi pas. Après, c'est pas mon candidat. Je pense que vous comprenez ce que je veux vous dire. Ah bon mais il incarne le centrisme, et dans cette période où il faut un axe central, manifestement, pour donner un peu à droite, un peu à gauche, why not? En revanche, ça va tellement être dans le compromis et dans... ça va être mou. Voilà, c'est toi qui le dis, Cécile. Ce serait pas la première fois qu'un Béarnais fait un compromis dans l'histoire de France. Ouais, c'est pas faux. Ça, pour temporiser, comme dirait Philippe, effectivement, il va temporiser. Donc, si ça va être mou, ce sera pas le cas du coup de gueule de Philippe David. Ah non, absolument pas. Il va pas être... Non, il va être comme pour une ville de rugby, on va aller au caramel. Sévèrement burné, comme on dit. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Ce soir, les amis, parlons vrai sur Sud Radio, comme tous les jours d'ailleurs, du matin au soir sur Sud Radio. Vous pouvez, bien entendu, la parole est ouverte, 0826 300 300. Vous pouvez commenter même ce que disent les vraies voix et surtout, s'il vous plaît, vous pouvez nous appeler et vous allez pouvoir commenter avec François Ozillot qui est avec nous, maire de Vernon, Philippe Bilger et Sébastien Ménard, patron dans la food tech. Le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu de village, un village qui s'appelle aujourd'hui le studio de Sud Radio, dans lequel officient les vraies voix en ce moment même. Pourquoi ? Pour commenter une partie des propos tenus par Sandrine Rousseau ce matin lors de son interview dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin. On écoute ceci. Moi, je me tiens à distance des 3 grandes religions monothéistes précisément pour ces raisons-là. Et oui, d'ailleurs, quand la cérémonie est passée, quand il y a eu cette passation du politique vers le religieux, eh bien, il n'y avait que des hommes qui tenaient, qui sont arrivés et qui sont entrés dans le cœur. Et oui, je rappelle que la religion catholique n'a pas ouvert encore la possibilité d'être prêtre aux femmes, que c'est la dernière. Alors oui, et c'est un partisan de l'ordination des femmes et du mariage des prêtres qu'il dit. Pourquoi aller cracher sur la religion catholique dans une émission de radio après être allé se montrer à Notre-Dame? Sandrine Rousseau avait été invitée en tant que députée de Paris, mais quand on a de telles divergences avec les religions monothéistes en général et la religion catholique en particulier, pourquoi répondre positivement à cette invitation? Après, la cérémonie en elle-même, moi j'ai eu quand même le sentiment d'un entre-soi. Alors toujours dans le même registre, comment oser se plaindre de l'entre-soi dans une telle cérémonie où on sait que vont être présents les grands de ce monde, présidents et têtes couronnées, grands patrons qui ont souvent rimé avec généreux donateurs, plus ceux qui ont sauvé la cathédrale, les pompiers de Paris et les artistes, je préfère ce terme artisan, qui l'ont reconstruite. Oui, il y avait de l'entre-soi, et si on n'aime pas l'entre-soi, on n'a pas l'obligation de venir, sauf peut-être pour se montrer devant les caméras du monde entier. D'ailleurs, l'entre-soi est partout, y compris chez les écologistes, comme, non pas à Notre-Dame de Paris, mais à Notre-Dame-des-Landes, on se retrouve entre zadistes, black blocs et punk à chiens, sans que cet entre-soi ne semble poser de problème à Sandrine Rousseau. Enfin, pour conclure, le commentaire sur l'emprisonnement de Boualem Sansal, Sandrine Rousseau a osé tenir ses propos. Après, je voudrais aussi poser, et dans les 2 termes de l'équation, que les propos et les positions tenues sont des propos relevant de l'extrême droite, relevant d'une forme de suprémacisme, et que ça, à un moment, il faut aussi poser les deux. C'est-à-dire que extrême droite et suprémacisme, le compte y est. Boualem Sansal est peut-être emprisonné arbitrairement par une dictature militaire sans que son avocat puisse le visiter. Mais il l'a quand même un peu cherché, lui qui, d'extrême droite et suprémaciste, navigue quelque part entre le parti nazi et le Ku Klux Klan. Pas besoin pour les juges algériens de chercher des actes d'accusation contre Boualem Sansal, il suffit de faire un copier-coller de Sandrine Rousseau. Comme ce coup de gueule avait commencé à Notre-Dame, je le conclurai en citant l'évangile selon saint Matthieu. Heureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Elle n'appartiendrait pas à cette catégorie des simples d'esprit, parce que vous savez très bien que l'évangile parle d'une certaine simplicité qu'elle n'a pas. Ceci étant dit, dans cet entretien, il y avait Sandrine Rousseau dans sa qualité et sa caricature. Elle peut penser ce qu'elle veut de la cérémonie de Notre-Dame. Vous aurez noté qu'elle est venue parce qu'elle soutenait une association de pompiers dans son département. Elle l'a dit. Alors qu'elle dit qu'elle se tient à distance des 3 religions monothéistes. Alors, j'ai pas compris. Oui, mais elle peut soutenir les pompiers et venir parce qu'on leur rendait hommage. 2e élément, sur Boualem Sansal, vous avez totalement raison. C'était d'autant plus scandaleux que son avocat ne veut même plus aller en Algérie pour le voir. Sébastien Ménard. Je suis complètement d'accord avec vous, sauf sur votre conclusion. Sandrine Rousseau, contrairement à ses collègues de la France Insoumise, elle est quand même l'antre du nouveau Front Populaire. Elle est plus proche des Insoumis que de Faure et que d'autres. Je dis simplement que je me permets juste d'amener un petit bémol à votre conclusion. Elle est tout sauf bête. Elle est tout sauf une simple d'esprit. C'est une intellectuelle, c'est une doctrinaire. Politiquement, d'ailleurs, c'est l'une des plus intéressantes. Je préférerais débattre avec elle qu'avec un Delogu ou avec un Bompard, etc. Mais elle est d'autant plus dangereuse. Elle est d'autant plus dangereuse. Voilà. Delogu est moins dangereux qu'une Sandrine Rousseau. Je dirais pas mieux, ce sont des gens quand même assez, elle particulièrement assez dogmatique, assez sectaire. Elle est loin d'être bête.
En revanche, elle me rend dépressif quand je l'écoute, en fait. Parce que vous êtes un homme de droite. Peut-être. Mais au-delà de ça, déjà son avis sur la cérémonie de Notre-Dame, on s'en fout un peu, objectivement. C'est pas faux. Fallait pas y aller en ces cas-là. Voilà, fallait pas y aller. Et puis c'était quand même assez magique ce qui s'est passé samedi et vendredi soir. On était tous heureux. Enfin, c'est comme les polémiques sur les JO cet été. Pour le coup, elle était pas sur ce registre-là, mais au bout d'un moment, on fait des belles choses dans notre pays tout à l'heure. Et tout à l'heure, vous disiez qu'on en avait marre des gens qui étaient contre. Il y a des bons moments comme ça, profitons-en et arrêtons de les commenter et de retrouver à dire à chaque fois sur tout un tas de sujets d'aller chercher les petits détails qui n'ont pas lieu d'être et on n'a pas besoin de ça en ce moment en fait. Faut pas jeter de la sinistrose à la sinistrose ambiante. Merci beaucoup Philippe David, vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. On parle de quoi avec Philippe Bilger? On parle de Geert Wilders qui a émis un pronostic. Et avec vous François, on va parler de quoi? Faisons de Notre-Dame notre norme. Ah, très bien. Et avec vous, Sébastien Ménard? Le cri du cœur de la comédienne Adèle Haenel. Allez, l'info en plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et la situation politique actuelle continue de nous faire découvrir de nouveaux concepts, Félix. Que de l'inédit depuis 2022. Quand on n'a pas de majorité absolue, forcément, on fait comme on peut avec la Constitution. On bricole, vous connaissiez les gouvernements d'union nationale, puis un peu moins fort, on l'a découvert ces derniers temps. Après la dissolution, le socle commun pour soutenir le gouvernement Barnier, du bout des doigts, socle commun, histoire de pas dire à l'époque le plus petit dénominateur commun. Et puis désormais donc, place au pacte de non-censurabilité. Alors disons que là, c'est encore moins chaleureux qu'une entente cordiale. Ça consiste à s'engager à ne pas censurer un gouvernement, même si on ne le soutient pas. Le patron des députés LR, Laurent Wauquiez, envisage un tel scénario après la réunion de cet après-midi. Autant j'espère qu'il peut y avoir un accord pour au moins ne pas faire tomber un gouvernement, autant nous ne croyons pas à la possibilité de discuter un contrat de gouvernement avec des gens qui ne partagent pas la même vision de ce qu'il faut faire pour la France. Et donc soyons au moins responsables, concentrons-nous sur cette première étape. Éviter que ce soit les semeurs de chaos qui mettent et qui fassent tomber des gouvernements tous les 3 mois. Pour le reste, un contrat de gouvernement, c'est une autre question. Et celle-là, elle ne peut se discuter qu'avec des gens qui partagent quand même la même vision des choses. LR qui ne participerait pas au futur gouvernement, si on entend Laurent Wauquiez au micro de l'AFP, reste à voir ce qu'en disent les ministres LR sortants, comme Bruno Retailleau à l'intérieur. Forcément, pacte de non-censure. En tout cas, figurez-vous qu'à l'instant, le premier secrétaire du PS semble aller un peu dans le même sens. Olivier Faure a suggéré lors de la réunion à l'Élysée de cet après-midi que le gouvernement renonce au 49.3 et qu'en échange, les oppositions renoncent à une forme de censure. Idée qui aurait eu les faveurs des communistes et de la gauche, mais aussi des partis alliés de l'ancienne majorité présidentielle, Horizon et Modem. Et le PS d'expliquer, je cite, il y a peut-être là une piste d'atterrissage pour une méthode nouvelle qui permettrait au Parlement de retrouver tous ses droits et de rechercher à la loyale des compromis. Ça promet. Ce qui me choque, et je pourrais reprendre ce que j'ai dit pour les législatives, c'est qu'on cherche de plus en plus des systèmes pour permettre à la politique d'échapper à la transparence et à la rigueur des convictions. On trouvera certainement une méthode, mais on est vraiment dans la politique qu'on évoquait tout à l'heure, pas pour mais contre. François. Je pense que Wauquiez remet un petit coup de pression au président pour pas qu'il nomme un Premier ministre de gauche. Et en même temps, on ne peut pas en vouloir à Laurent Wauquiez de vouloir assumer ce que réclament les Français, c'est-à-dire une politique de droite. Allez, vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. On a bien réfléchi avec Philippe David dans les vraies voix tous les jours du casting du jour. Alors on s'est creusé la tête, on s'est dit qui on va prendre. Est-ce qu'on va prendre, je sais pas, on avait dit qui ? On avait dit François Ozillot et Sébastien Ménard, comme Philippe Bilger, c'est le président et le président siège toujours. Donc moi, j'avais proposé Clara Morgan, mais vous m'avez pas écouté. C'est vrai, on aurait peut-être dû, mais finalement ce casting nous plaît. Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech, François Ozillot, maire de Vernon, et puis Philippe Bilger, parce qu'ils ont des choses à dire. Donc c'est le tour de table. Voilà, c'est ça. Bonjour les enfants. Vas-y, de quoi tu veux qu'on parle? Comme je ne connais rien au sujet, je pourrais tenter d'en parler abondamment. T'as quelque chose à dire? Je suis Darmanin. Je ne suis pas très éloigné de Gérald. Ah bon? Oui. Le tour de table. De l'actualité.
Et Philippe Bilger, le guide suprême iranien sera-t-il le suivant sur la liste des déchus? C'est Geert Wilders, le dirigeant hollandais, qui le dit. Absolument. Alors, évidemment, je ne considère pas que ce dirigeant populiste des Pays-Bas, aux Pays-Bas, soit forcément porteur de la vérité, mais disons que je prends mes espérances, peut-être, pour des probabilités. Et d'ailleurs, je rejoins d'une certaine manière Israël, qui a salué la chute de Bachar el-Assad en disant qu'un maillon important de l'axe du mal avait été détruit. Et bien sûr, dans cet axe du mal, il y a l'Iran avec le guide suprême. Donc j'espère que ce pronostic, et qui n'apparaît pas complètement absurde, me semble-t-il, sur le plan géopolitique, eh bien, sera réalisé. François Ozillot. Bachar est en Russie, Poutine est affaibli. Alors ce n'est pas confirmé par le Kremlin qu'il soit en Russie. Oh, oui, c'est rare que le Kremlin confirme des choses quand elles sont vraies en même temps. Donc, en l'espèce, Bachar est peut-être en Russie, Poutine est affaibli, la Syrie est tombée, donc je pense que ça resserre l'étau autour du guide suprême, c'est certain. Sébastien Ménard. Oui, enfin, c'est l'actualité politique de ces derniers mois prouve que, et je ne vais pas me faire que des copains, qu'Israël a raison et qu'une page est en train de se tourner dans cette partie du monde. Et en tout cas, pour ma part, c'est pas pour me déplaire. Ouais, il y en a peut-être une autre qui s'ouvre, quoi qu'il en soit. Puisque vous avez la parole, Sébastien Ménard, cri du cœur d'Adèle Haenel. Oui, moi j'ai été... alors je tiens à dire déjà que je suis pas fan des films d'Adèle Haenel. Je suis pas fan non plus de ses coups d'éclat dans différentes sphères médiatiques, audiovisuelles, artistiques. Mais j'avoue avoir été touché il y a quelques heures quand elle a demandé à celui qu'elle accuse d'agression sexuelle. Donc elle a 35 ans, on parle de faits qui ont plus de 23 ans, puisqu'elle avait entre 12 et 14 ans quand elle a été agressée sexuellement. Et c'est vrai que on a souvent tendance, je dirais, à s'intéresser aux victimes, et puis de temps en temps aussi à émettre quelques réserves en se disant qu'il y a aussi une espèce de cabale contre la gente masculine. Mais là, quand on est une gamine qui a eu 12 ou 14 ans, qui a été traumatisée, parce que c'est ce qu'elle disait, et que vous avez en face quelqu'un qui est présumé innocent encore au moment où on se parle, mais qui, quelque part, en vient à nier ce que un enfant, parce qu'à 12 ans, on est un enfant, a pu vivre dans sa chair. Je trouve ça dégueulasse. Et quand elle demande à celui qu'elle qualifie être son bourreau de fermer sa gueule, voilà, j'ai pas d'autres commentaires. Il aurait dû effectivement fermer sa gueule. Philippe Bilger. D'abord, elle n'a pas dit ça exactement. Ensuite... elle lui a dit « ferme ta gueule ». Non, non, mais peu importe. Personne n'a... je m'intéresse... Et elle a quitté la salle d'audience. Elle a dit « ferme ta gueule » et elle a quitté la salle d'audience. Il ne me semble pas que la phrase capitale, me semble-t-il, c'est lorsqu'elle a dit « personne n'a défendu l'enfant que j'étais ». Et de fait, ça touche un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est dans toutes ces histoires qui concernent des agressions ou des viols. Bien sûr, c'est le rôle des agresseurs et des violeurs eux-mêmes, mais celui de l'entourage qui, dans beaucoup d'affaires, a su, a vu et n'a rien fait. Ouais. Et ça, on savait le comportement très particulier de Christophe Rugia. Personne n'a réagi. François Ozillot. On voit qu'à chaque fois, c'est venu du monde du cinéma quand même, hein, que ce soit aux États-Unis comme en France, et ça a mis la lumière sur le sujet, et c'est tant mieux pour la libération de la parole des femmes. Maintenant, il faut que ça continue. Qu'elle ait besoin de s'exprimer de cette manière, moi ça me choque pas. Enfin, qu'elle en ait gros sur le cœur, c'est le cas de le dire, et qu'elle se libère dans tous les sens du terme, c'est très bien. Enfin, là-dessus, moi ça me dérange absolument pas. Mais il y a une vraie omerta quand même dans ce milieu du cinéma. C'est clair. Alors ça a commencé encore une fois aux États-Unis, ça s'est largement libéré, mais j'ai l'impression que sur le cinéma français, c'est pas encore tout à fait complètement débloqué, et qu'on va encore, à mon avis, découvrir des choses dans les mois et les années qui viennent.
François, puisque vous avez la parole, faisons de Notre-Dame notre norme. Exactement. Je me permets justement de revenir sur ce qui s'est passé il y a 4 jours maintenant, et ces belles festivités autour de la renaissance, si j'ose dire, de Notre-Dame. Mais c'est un beau symbole parce que ça permet de montrer à quel point notre pays, quand il a une vraie volonté, d'ailleurs politique, on peut rendre ça quand même au président de la République, de faire des travaux exceptionnels en 5 ans, eh bien on réussit. Or, s'il n'y avait pas une volonté politique et une capacité à casser les normes et à faire des lois d'exception pour rebâtir Notre-Dame et pour clôturer quasiment ce chantier en un temps record, nous n'y serions jamais arrivés. Donc ça veut dire, selon la formule consacrée, que quand on veut, on peut. Et j'aimerais bien qu'on y arrive pour plein de choses et pas que pour des grands projets comme Notre-Dame, ou même, je pourrais dire, le village olympique aussi a bénéficié d'un droit dérogatoire. Il en existe dans le code de l'environnement, dans le code de l'urbanisme. On l'a fait pour des choses exceptionnelles. Ce serait bien qu'on le fasse pour nos territoires. Je suis élu local, donc je me sens plus que concerné, parce que le temps, c'est de l'argent, mais c'est pas que ça. Dans un univers ultra concurrentiel, comme on l'entend encore beaucoup aujourd'hui, avec des mouvements dans le monde très importants, l'économie, c'est pas Sébastien qui va dire le contraire, est extrêmement fragile, et encore plus avec les soubresauts politiques de ces derniers mois. Et donc, nous sommes obligés d'être agiles, souples, efficaces, rapides, et pas que pour des grands projets. On doit le faire pour des installations d'entreprises, on doit le faire pour des équipements, de l'aménagement urbain, que sais-je encore. Et manifestement, le législateur sait le faire quand il y a une nécessité, une volonté politique. Donc faisons-le, bon sang, pour tout le reste. Et ça nous évitera des chantiers qui durent des années avec des multiples recours. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Enfin, on n'est pas loin de Roland-Garros. Oui. Roland-Garros, ça a duré des années et des années et des années pour des histoires de plantes dans la serre d'Auteuil. Oui. Sans compter des usines qui ouvrent pas parce que les investisseurs disent laisser tomber avec les recours des associations. Et ils se barrent ailleurs, et notamment en dehors de la France. Mais il y a, François, vous avez 1000 fois raison sur Notre-Dame. Il y a eu un élément qu'on ne retrouve jamais dans la vie française, c'est un absolu consensus, presque un concert de tout le pays. Et je dirais que la politique et l'économie, malheureusement, ça clive. Et il est très rare d'avoir ce type de consensus. C'est vrai. Sébastien Ménard. Ça s'appelle un miracle. Non mais c'est vrai, ça s'appelle un miracle. C'est un miracle social, c'est un miracle intellectuel, c'est un miracle politique, c'est un miracle juridique, c'est un miracle financier, il faut le reconnaître. Voilà, c'est plus de 800 millions d'euros de dons. Enfin, quand je vois, moi dans ma ville, à Biarritz, on galère pour trouver des financements à droite et à gauche pour rénover Sainte-Eugénie. Vous avez probablement des sujets similaires du côté de Vernon, cher François. Ben voilà, donc c'est la preuve que, comme vous l'avez dit, de manière très prosaïque, quand on veut, on peut. Et cette France-là, elle est belle. Voilà, vous avez 2000 artisans d'art qui sont les artisans du miracle. Hein. Je crois la titraille de la presse de la semaine dernière le citait comme ça. C'est un moment magnifique, c'est un miracle. Merci on à crève tous. quand même d'un excès de normes. Évidemment, ça c'est clair. Mais ça date pas d'hier, malheureusement. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, retour sur l'alerte lancée par France Stratégie. La fonction publique peine à attirer. Comment redonner de l'attractivité aux carrières publiques? Alors parlons vrai. Comprenez-vous cette désaffection pour la fonction publique? Est-ce que finalement la garantie de l'emploi n'est plus un argument pour recruter, même en période de chômage de masse? Et à cette question, pourquoi la fonction publique n'attire-t-elle plus? Vous dites à cause des salaires trop bas à 55%, du manque de considération à 29%, des perspectives de carrière à 9% et de la mobilité géographique imposée à 7%. Vous voulez réagir? On attend vos appels, quelle que soit votre mobilité géographique, au 0826 300 300. Luc Faré est avec nous, secrétaire général de l'UNSA Fonction publique. Merci Luc d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que finalement le privé a plus d'atouts que le public? Oui, non? Non, le privé n'a pas plus d'atouts. C'est tout simplement parce que nous avons des ministres qui aujourd'hui ont tendance à faire de la fonction publique un problème de coût et non pas un problème ou une question de société, c'est-à-dire comment on fait aujourd'hui pour avoir envie de travailler pour l'intérêt général. Et pour peut-être avoir une vocation. Allez, restez avec nous, on revient dans un instant, à tout de suite. Bienvenue sur Sud Radio, cette radio des territoires, et les territoires sont autour de nous aujourd'hui avec François Ouzillot, maire de Vernon, conseiller régional de Normandie, Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech et patron de Presse Libre, mais aussi élu. À Biarritz. Bah oui. Eh oui. J'allais le dire. Ça arrive. Est-ce que vous le dites? Sébastien, Philippe Bilger, élu.
Tous les jours par nous. À vie, Voilà. C'est beau, ça donne envie. C'est le plus bel Et éloge. il est élu depuis tellement longtemps qu'on l'appelle Kim Jong-2 maintenant. Ça allait tout de suite. Le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un phénomène qui est la baisse des candidats au concours de la fonction publique. J'avais envie de vous poser une question, celle du sens, celle de l'engagement. Pourquoi vouloir rejoindre la fonction publique? Alors, c'est un problème pour l'administration, évidemment. Elle a plus de mal à recruter, c'est lié à la conjoncture, mais c'est lié aussi à l'attractivité des postes qu'elle propose, y compris d'ailleurs du point de vue des salaires. Est-ce que la fonction publique reste un employeur attractif aujourd'hui? Équité et transparence dans les recrutements. Voilà ce qui caractérise la fonction publique. Donc on recrute en toute transparence et on recrute les meilleurs. La fonction publique peine à recruter 4 candidats par poste contre 12 dans les années 2000. Résultat, des postes vacants, des défections et des fermetures. 21% des lits de la PHP fermés en 2023, faute de personnel dans des 2 tiers des cas. Alors parlons vrai. Vous êtes fonctionnaire et vous ne comprenez pas cette désaffection. Venez nous raconter votre vécu. Vous avez démissionné de la fonction publique ou vous avez renoncé à y candidater. Venez témoigner aussi. Et à cette question, pourquoi la fonction publique n'attire-t-elle pas plus? Vous dites à 55% que c'est à cause des salaires trop bas, à 28% du manque de considération, à 9% des perspectives de carrière et à 8% à cause de la mobilité géographique forcée. Luc Farey est avec nous, secrétaire général de l'UNSA Fonction publique. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur Sud Radio. La fonction publique à la peine, Philippe Bilger. C'est extrêmement dommage parce que, pardon d'enfiler des banalités, mais la fonction publique, comme son nom l'indique, elle sert absolument l'intérêt général. Et derrière les très bonnes motivations qu'évoque Sud Radio, je suis très sensible. Bien sûr, il y a l'augmentation du salaire qui serait quelque chose de tout à fait nécessaire, mais je crois beaucoup au manque de considération. Il me semble que pour ces métiers prestigieux qui existent dans la fonction publique, il serait fondamental pour qu'elle-même retrouve cet orgueil fondamental qui fait qu'on est fier d'exercer quelque chose. Il y a une considération qui lui soit davantage donnée par le pouvoir et par les citoyens. Et dans cette considération, il entre des éléments matériels, mais pas seulement. Sébastien Ménard, vous qui êtes haut fonctionnaire d'ailleurs. Ouais, je suis plus, j'ai démissionné, mais vous l'avez été. Mais oui, c'est vrai. C'est bien de le rappeler, merci. Moi, je vais juste. Désolé, mon cher Philippe Bilger, mais la fonction publique, effectivement, être au service du bien public, être au service, je dirais, du commun, du collectif, de la collectivité, tout ça, c'est bien, c'est des belles promesses. Ça a été souvent le statut a été abîmé par quelques politiques. Je dirais, les politiques ont abîmé la fonction publique parce que ça a souvent été une espèce de valeur étalon, c'est-à-dire il faut réduire le nombre de fonctionnaires, il faut réduire la présence des services publics, ça coûte trop cher, etc. C'est vrai tout ça c'est vrai. Mais à côté de ça, tout le monde a le souvenir aussi d'être confronté à des services publics qui dysfonctionnent. Avoir des gens que quand vous venez les solliciter à l'accueil, et c'est quelqu'un qui est de la maison, c'est quelqu'un qui est élu local qui vous dit ça. Vous avez aussi dans la fonction publique un certain nombre de personnes qui ne font pas honneur, je dirais, aux responsabilités qui sont les leurs. Alors, je vois que notre témoin du jour va évidemment réagir, mais c'est des deux côtés, vous voyez. C'est que pour que la fonction publique soit respectée, il faut qu'elle soit respectable. Et c'est vrai que dans 90% des cas, elle l'est. Mais parfois, elle ne l'est pas. Voilà. On a souvent, nous, laissé, élus locaux, dans la fonction publique territoriale notamment, on a laissé, quelque part, prospérer des comportements qu'on ne peut plus avoir. Quand vous regardez aujourd'hui comment fonctionnent les entreprises, et je ne suis pas honnêtement l'antre du capitalisme, le chef d'entreprise, etc., l'archétype de celui qui condamne les fonctionnaires, absolument pas. Je suis issu d'une famille de fonctionnaires, je l'ai été moi-même, etc., et je suis très fier de tout ça. Mais à un moment donné, il faut que la fonction publique, elle soit agile, elle soit moderne, elle soit productive, elle soit connectée, et que quelque part l'ensemble de ces agents soient considérés mais aussi concernés par ce qui se passe dans le pays. François Ozillot.
Je vais essayer de nuancer un petit peu. Vous avez le droit. Moi, je ne suis que conseiller municipal. Vous êtes maire, vous avez plus de problèmes. Et donc, quand je mets bout à bout, effectivement, mes 2 mandats, président délégué d'une agglo et maire, j'ai à peu près 800 agents. Ce que je constate depuis 10 ans, je ne suis pas un spécialiste de la fonction publique territoriale, mais je suis aussi président d'un hôpital, donc je pourrais aussi parler de l'hospitalière. Mais je ne suis pas un technicien de la fonction publique. Ce que j'ai observé pendant ces 10 dernières années, c'est qu'effectivement, il y a un énorme enjeu d'attractivité. Elle n'est plus autant attractive qu'elle l'a été par le passé. Et Cécile le disait, 4 candidatures pour un poste. Moi, j'ai des postes qui sont non pourvus depuis des mois. J'ai 0 candidature. Et c'est un vrai problème. Derrière, l'autre sujet que j'ai abordé parfois avec les fonctionnaires de mes collectivités, c'est que sans aller dans la caricature, vous mettez dans une même pièce un fonctionnaire engagé et un qui l'est un peu moins, vous n'avez pas les moyens de fonctionner au mérite. Et c'est dans mes valeurs, pour le coup de droite, de pouvoir récompenser davantage ou sanctionner un peu plus, sans faire n'importe quoi évidemment, mais de moduler la sanction et la récompense, la prime, en fonction de l'engagement à rendre service au public, est quand même effectivement une belle mission. Et je pense qu'on a des vilains petits canards dans tous les métiers, y compris dans la fonction publique. Mais le vrai sujet, c'est que voilà, il y a un problème d'injustice et d'inéquité entre un fonctionnaire A et un fonctionnaire B. Et ça, ils le vivent très mal. Et pourquoi ? Et pour m'en avoir parlé, et c'est un problème de rigidité du statut essentiellement, et pour en avoir parlé régulièrement avec eux, ils le vivent très mal. Et de l'omniprésence des syndicats. Allez, voilà. allez. Justement, on a le président. C'est pour ça que je dis ça. La balle est au centre. Pour Luc Faré, secrétaire général de l'UNSA Fonction Publique. Là, vous avez beaucoup de choses à dire, Luc Faré, en écoutant les vraies voix. Eh bien, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut arrêter de faire ce qu'on appelle du fonctionnaire bashing. C'est-à-dire ce que vous êtes tous en train de faire là, c'est-à-dire de critiquer l'engagement des agents. Les agents ont besoin d'abord d'être respectés et qu'on ait confiance en eux. Et puis, il faut qu'ils soient mieux rémunérés. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes ne veulent plus travailler dans la fonction publique ? C'est parce qu'ils ne voient pas à la fois les questions de métier, d'intérêt général, de conditions de travail, mais aussi et surtout de reconnaissance. Et à force de critiquer la fonction publique, eh bien on n'a pas envie forcément d'aller travailler dans la fonction publique. Je vais dépasser cette question. Regardons ce qu'a fait le ministre démissionnaire Kasbarian. Il a, comme première et unique décision, dit vous avez un agent qui est malade, eh bien cet agent malade, on va lui enlever 3 jours de carence, et alors qu'aujourd'hui c'était pas le cas, et on va baisser sa rémunération quand il est malade. Qu'est-ce que disent les jeunes qui veulent rentrer dans un métier de la fonction publique ? Ah bon, ça va se passer comme ça dans la fonction publique. Alors que si je vais dans l'entreprise, par exemple à la vôtre, eh bien je ne vais pas avoir cette question qui va être posée parce que mon entreprise va couvrir ma situation quand je suis malade. Donc, donnons envie, dans les conditions de travail, aux gens de venir travailler dans la fonction publique. Et puis, il faut qu'on fidélise les agents. Parce que, évidemment, les sujets que vous avez pu évoquer sont des vraies questions qui sont posées aujourd'hui. Le statut de la fonction publique, il n'est pas immuable. Il peut bouger, il peut évoluer. Et aujourd'hui, moi je le dis clairement, la rémunération doit être revue et améliorée. Il faut qu'on s'interroge sur le système de progression de carrière et d'attractivité dans notre métier, dans nos métiers. Et là, il y a des travaux à faire. Et pour ça, nous sommes prêts à l'UNSA à rentrer en discussion, à négocier avec le gouvernement. Faut-il encore qu'il y ait un gouvernement ? Philippe Bilger. Est-ce que vous ne croyez pas tout de même qu'il y a un problème, j'allais dire presque démocratique, dans le rapport que le citoyen entretient avec le fonctionnaire ? Est-ce que des deux côtés, une confiance n'est pas rompue ? Le fonctionnaire ou l'agent public, lorsqu'il est enseignant, lorsqu'il est policier, lorsqu'il travaille à l'hôpital, la première chose que l'on voit, c'est « oui, merci, vous faites votre travail ». Évidemment, il y a toujours celui ou celle qui ne fait pas, mais regardons globalement. En France, le pays fonctionne. Quand je dis souvent cet exemple que je prends souvent, quand une entreprise étrangère veut s'installer en France, elle regarde l'ensemble du pays et elle regarde la qualité du service public. Et c'est une de nos forces dans notre pays. Donc il faut continuer à investir dans la fonction publique, à reconnaître les agents. Et cette notion de respect qui apparaît dans le sondage que vous avez mené, eh bien, il faut que tout le monde considère qu'un agent public doit être respecté, quelle qu'en soit la situation. Et puis,
puisqu'on doit parler d'attractivité, puisque c'est le sujet qui est posé. Je le redis ici, il faut qu'on se dise, il faut investir dans la fonction publique, dans les salaires de la fonction publique et dans les missions qu'on donne à la fonction publique. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas réorganiser la fonction publique? Est-ce que tous les métiers, toutes les expertises sont nécessaires sous la coupe de la fonction publique, en extraire quelques-uns pour que les autres soient mieux traités et mieux payés? Est-ce qu'il n'y a pas une réforme à faire là-dessus? Est-ce qu'il y a une réforme à faire en disant on fait un choix de mission, on en laisse de côté et on en supprime et on améliore les autres? C'est une vraie question. C'est une question qui peut se poser, mais ce débat-là, sur des fonctions support, par exemple, il faut qu'on puisse le déterminer, de dire aujourd'hui, est-ce qu'on a assez de fonctionnaires, trop de fonctionnaires, pas... Alors je vais prendre un exemple. On a une population qui est à 68 millions d'habitants aujourd'hui. Et on a autour de 5,5 millions d'agents, dont plus de 300 000 militaires. Donc quand on compte l'ensemble des agents, est-ce qu'on a une augmentation ou une diminution? On a une petite augmentation, mais qui est inférieure au nombre de personnes de la population française. Donc on n'est pas dans une situation de administration, si je peux me permettre de dire les choses avec ces mots-là. Donc, est-ce qu'on doit choisir des missions? La mission du contrôle, elle est importante pour protéger les citoyens. La sécurité, elle est importante pour les citoyens, les pompiers, les policiers. La santé, elle est importante pour les citoyens. L'enseignement est important pour la culture, la recherche. Non, mais moi, je parle des fonctions support, ce qui est l'administratif. C'est une minorité. On a besoin d'organiser un pays. Oui. Et donc d'avoir des gens qui organisent la fonction publique. Sébastien Ménard. Alors, je vais revenir sur les propos que vous teniez sur le ministre Gasparian. Vous avez raison. Je pense qu'il se serait probablement, il aurait été bien inspiré de démarrer sur une autre lancée. Mais en même temps, il n'est pas normal que les carences, les définitions des journées de carence, etc. soient différentes du public au privé, premier élément. Et sur quoi se base sur son analyse? C'est que vous avez deux élus locaux en face de vous. C'est que le niveau d'absentéisme, pardonnez-moi monsieur, il est beaucoup plus important dans les fonctions publiques et notamment dans la fonction publique territoriale que dans nos entreprises. Je suis désolé de ce premier point. Les chiffres de l'INSEE ne le montrent pas. Et les chiffres de la DARES non plus. Moi, je peux vous donner à métier égal. Je peux vous donner les chiffres de ce que nous on vit. Voilà, chez nous, dans nos entités, dans nos mairies, dans nos communautés d'agglomération, dans nos départements, dans nos régions et dans nos hôpitaux. On peut les comparer, ces chiffres-là. Moi, j'ai pas besoin de l'INSEE. Vous savez, on est des élus tout à fait responsables. On a des réunions avec des chefs de service, avec des directeurs d'administration, et les chiffres ne correspondent pas à ce que l'INSEE aujourd'hui publie. Je rappelle simplement que lorsqu'on est absent parce qu'on est malade, on est arrêté par un médecin. Et donc, c'est bien ce sujet-là qui est posé qui a été posé par le ministre Kasbarian, et que nous, en tant qu'organisation syndicale, on ne peut pas accepter que quelque chose qui se passe aujourd'hui, qui est une règle actuelle dans la fonction publique, qui fait partie du fonctionnement de la fonction publique, soit remise en question. Et comme on parlait d'attractivité, il faut qu'on donne envie aux personnes de venir travailler dans la fonction publique. Et quand vous êtes entrepreneur, eh bien vous faites un système qui fait qu'on a envie de venir travailler chez vous. Donc dans la fonction publique, ça doit être la même chose. François Ozio. Je pense que moins mais mieux, c'est le vrai débat en fait. Ben oui. On pourrait quand même avoir des marges de manœuvre supplémentaires en petit à petit, en faisant les choses absolument pas violemment, c'est-à-dire ne pas remplacer les départs en retraite. Ça c'est assez simple et c'est pas violent comme méthode, je crois. Ne pas remplacer les départs à la retraite, si on considère, je termine juste, si on considère qu'on est capable de rendre le même service sans dégradation de la qualité du service public, c'est pas un gros mot de penser à ça et de s'interroger là-dessus. Comme c'est pas un gros mot, je pense, de s'inspirer de productivité. Bien sûr, comme c'est pas un gros mot de s'inspirer du privé. A été évoqué les jours de carence, je pourrais aussi évoquer le télétravail. On a des personnes qui candidatent sur des postes et qui veulent du télétravail. Avouez que sur certains profils, c'est pas toujours évident quand on est au service du public de faire du télétravail. Donc ça dépend des missions, etc. Mais on l'accepte. Et depuis le Covid, on fait en sorte qu'il y ait aussi du télétravail dans nos règlements intérieurs. Mais voilà, on peut quand même très bien. Donc on évolue et dans la fonction publique, le télétravail. Mais sur les jours de carence, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de volonté d'évolution. Voilà, parce qu'effectivement, il y a une inéquité qui se met en place. Qui n'est pas tout à fait exact. Et je le redis, 70% des salariés sont couverts aujourd'hui par leur accord d'entreprise, par les accords d'entreprise ou par les conventions collectives. Je reviens simplement sur un schéma. Luc Faré, pas les petites PME, J'ai dit 70%, ce qui est
veut dire que la fonction publique, c'est le plus gros employeur de notre pays. Donc elle peut se permettre d'organiser quelque chose qui fasse qu'il y ait une qualité de travail, de conditions de travail et de reconnaissance et de respect des agents publics. Mais je pense que ce qui dérange vraiment les agents, pour en avoir régulièrement parlé avec eux, c'est cette espèce d'égalitarisme permanent, qui fait que quand quelqu'un se distingue, on ne peut pas le récompenser. Et quand quelqu'un se distingue en négatif, on ne peut pas le sanctionner. Exactement. Ce qui n'est pas tout à fait exact. C'est comme ça si que on veut aller jusqu'au bout des textes qui gèrent, vous m'avez dit tout à l'heure, vous n'étiez pas un spécialiste des textes de la fonction publique, je le suis un peu. Il y a la possibilité de procéder à des départs, au fait qu'on fasse quitter les agents, qu'on peut sanctionner. Il y a un certain nombre de dispositifs qui existent, mais je crois que ce qu'il faut qu'on redise tous ici, puisque le sujet du rapport de France Stratégie, c'était les défis de l'attractivité, c'est un défi pour notre pays de réussir à faire que les jeunes aient envie de rejoindre la fonction publique pour exercer l'ensemble des métiers, pour qu'il y ait bien un enseignant devant chaque classe, pour qu'il y ait bien des soignants partout, pour qu'il y ait bien des policiers partout. Il faut bien qu'on puisse convenir ensemble de méthodes pour donner envie aux jeunes de rejoindre notre métier. Et il y a un enjeu par rapport au nombre de personnes qui vont partir à la retraite dans la fonction publique. On sait que dans les 5 à 10 ans qui viennent, 30% des agents seront à remplacer parce que les départs à la retraite vont avoir lieu. Donc il y a une vraie politique à avoir. Et ici, je le dis simplement, nous demandons, nous, au futur gouvernement, de repartir d'un bon pied, de repartir autrement, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous lançons une carte de vœux au futur Premier ministre, et je l'annonce ce soir. Eh bien, merci beaucoup, Luc Faré, secrétaire général de l'UNSA, fonction publique. Merci mille fois de vous être déplacé, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Philippe Bilger, bien entendu. Merci beaucoup, Sébastien Ménard. Merci beaucoup, François Ozillot. Dans un instant, on va parler emploi avec les vraies voix, et on va parler des métiers de la sécurité privée. Et si vous voulez réagir, bien sûr, 0826 300 300, et à 20h, les vraies voix du foot. Et je vous réserve le menu, mais on va parler évidemment de la Ligue des Champions, puisque ce soir, Brest reçoit à Guingamp, parce qu'il joue sur terrain neutre, le PSV Eindhoven, et surtout le PSG se rend, là c'est pas le PSV, du côté du Red Bull Salzbourg. Et vu l'état d'efficacité de l'attaque du PSG, on peut se poser quelques questions. Arrêtez, commencez pas, Philippe. Ça y est, vous êtes un oiseau de mauvais augure. Allez, on se retrouve dans un instant, à tout de suite.